Déjà, bonjour à tous, bonsoir à tous, merci d'être là en physique, et donc vous aurez droit du champagne après. À ceux qui sont à distance, on respecte l'horaire pour vous. Par contre, vous n'aurez pas de champagne, en tout cas pas le nôtre. Voilà, c'est chacun sa responsabilité. Ravi que vous soyez pu venir pour cette 16e soirée conférence dédicace, où je vois que il se passe des choses bizarres dans le Zoom. Bonjour Mara. Il y a des gens qui apparaissent. Donc ravi que vous soyez là pour la 16e soirée conférence, puisque c'est le 16e livre, depuis 2016, publié donc conjointement par des praticiens, donc des alumni de Neoma, et puis également le corps professoral, ici aussi représenté. D'ailleurs, tout de suite, on va faire un petit tour de table. Le livre, vous l'avez au fond, il est là, hein, donc bien sûr chacun d'entre vous ici présent, et pareil à distance, ça sera plus compliqué, vous pourrez venir en prendre un. Pour les co-auteurs, là à côté de Marion, il y a tout le monde, vous aurez tous un petit stylo comme ça, Neoma Alumni, magique. Donc une fois que la conférence est finie, entre deux coupes de champagne, n'hésitez pas à faire la course aux dédicaces. Vous avez quasiment tous les auteurs qui sont là, c'est pas souvent le cas, vu qu'ils sont nombreux, ça sera dur de les avoir après. Moi je le fais à chaque fois, j'ai toujours pourchassé pour avoir la page bien remplie. C'est un peu le principe d'une soirée conférence et dédicace. Alors le thème de cette fois-ci, de cette édition, de ce 16e livre est assez sympathique, c'est art, culture et management. Alors peut-être qu'il a pu surprendre certains, paraître très banal à d'autres. Ça fait pas si longtemps finalement qu'on associe l'art et la culture et le management. Le premier article, alors, on a fait un peu de recherche, je parle devant des profs, des chercheurs, j'ai peur de me prendre excuse, mais tant pis, je tente le risque. S'appelle Henry Bodzinger, c'est en 1975 dans la Harvard Business Review. Ce monsieur était le directeur de la stratégie d'AT&T, l'opérateur télécom, et il a été le premier à dire mais il y a des croisements entre l'art et le management. Alors depuis le fameux mécène qui a vraiment existé, hein, monsieur Maecenas, qui avait sponsorisé notamment, pas sponsorisé, des mécènes de Virgile notamment, à l'Énéide, c'est grâce à lui, hein, d'où le mot mécène d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il n'y avait eu jamais pendant, on va dire, les 100 premières années des études en management de lien entre art et management, et ça a commencé à apparaître il y a même pas une cinquantaine d'années, et c'est surtout à partir des années 2000 qu'il y a eu de plus en plus de publications autour de ce croisement entre art et management dans les grands chercheurs Henri Mintzberg, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui a été le premier à dire mais l'art peut influer le management. C'était en 99-2000. Ça me fait flipper leur truc. Eh ben, si ça vous fait flipper. Non. Pourtant. Je ne pensais pas qu'on vous ferait flipper. Moi, mais... flipper sur ce genre d'article. Est-ce que je peux pour couper le son à l'entrée, mais des fois. D'accord, c'est pas grave. Donc si vous êtes en Zoom, on pourrait poser des questions tout à l'heure, mais bon, ne flippez. Enfin, c'est moi qui vous fais flipper. Je ne sais pas comment on doit le prendre. C'est vrai qu'on n'est pas loin d'Halloween. C'est trippé. Trippé, ça fait trippé. Oui, tu fais triper, tu donnes de la joie. En 2010, on avait le philosophe Gilles Lipovitsky qui avait écrit un livre sur cette hybridation entre l'art et le management, et puis plus récemment, en 2020, Dominique Fanuel, alors, excusez-moi pour les néologismes, qui parlait de la managérialisation de l'art et de l'esthétisation du management. Et quelque part, c'est un peu l'axe de ce livre, parce que vous le verrez quand vous le découvrirez, il y a deux parties. Une, en quoi l'art et les arts, parce que vous allez voir, on touche quasiment à tous les arts hegéliens et post-hegéliens, eh bien, ils peuvent influer le monde de l'entreprise, et même dans les semaines auxquelles vous ne pensez pas forcément, donc ça, vous allez le découvrir tout dans un instant. Et puis, deuxième partie, donc l'hybridation, c'est en quoi le secteur de l'art, ce qu'on appelle les ICC, si on reprend le langage commun, donc les industries culturelles et créatives, comment eh bien, c'est un vrai secteur économique avec ses spécificités, et nous avons autour de la table quelques experts. Vous le verrez au travers des 13 chapitres, puisqu'il y a 13 chapitres, alors vous avez peut-être plus de personnes, parce que certains ont écrit à 2, et encore une fois, il y a 2 absents qui vont arriver. On a vu quelques tendances de fond se mettre en avant. C'est la technique. Hein. D'une part, les questions géopolitiques, parce que, encore une fois, la spécificité de ce secteur des arts et de la culture... On a plus de son en Zoom. Ah. Commence alors. Ouais, là, j'ai un problème de son. Ah, alors le Zoom a été coupé. D'accord, j'avais demandé j'espère que le Zoom va revenir. Je fais un petit symbole, à 2 minutes. On vous a entendu, mais je parle à un écran parce que je me vois dessus, mais en fait, ça n'a strictement rien à voir. C'est signé. Tout est possible, c'est évidemment la difficulté du direct, comme on dit. Donc, une tendance de fond autour de la géopolitique. L'art et la culture est un vrai soft power dans beaucoup de pays, notamment en France. Il y a eu une étude qui a été faite l'an dernier sur
la francophonie, justement, même la production de livres à horizon 2050, de livres français. On n'a plus de son en Zoom. C'est dur de se concentrer dans ces conditions. Allez, Allez. vas-y. Alors le son va-t-il revenir? Il faut peut-être remettre le son à tout le monde, même de l'autre côté. Hein. C'est parce qu'on voulait en couper. Donc vous avez coupé le micro de la. Tu vas couper? Parce que c'est la salle. Non, mais vous avez coupé le micro de. Je crois tout à l'heure il y avait marqué l'orateur, enfin le micro a été coupé. Ce que j'ai vu apparaître. En fait, c'est le son de la salle qui a été Oui, désactivé. effectivement, En fait, là, je demande à la salle de réactiver son son, mais je ne suis pas la salle. Pour Tu n'es pas la salle? Oui, j'accepte de réactiver mon son. Voilà, est-ce que vous nous entendez pas, Zoom? Bah, visiblement, non, on le dit. Ah, micro, je suis coupé. Ouais. Pour activer l'auditorium. Ah, super. Ça marche. Vous nous entendez? Excellent. Oh bah écoutez, c'est magnifique. Donc je sais pas quand est-ce qu'on a été coupé. On disait que on était sur. Ça marche pas. On va recommencer à zéro, c'est au fait. C'était en direct, mais on va. C'est pas grave, on peut recommencer. Nous on est là, on bouge pas. Nous on est là. Mais effectivement, moi je vois toujours le petit micro coupé sur l'écran. Oui, c'est ça qui joue. Est-ce que quelqu'un peut cliquer sur le bouton auditorium à Paris et réactiver le son? Si c'était aussi facile, je l'aurais fait. Il faudrait lui répondre ça. Si c'était aussi facile. Est-ce qu'il ne faut pas se déconnecter du Zoom et se reconnecter totalement? Moi, c'est le premier truc que fait mon IT en général. Ah, c'est un truc qui marche souvent, ouais. Non mais Marion, de déconnecter, te reconnecter, ça marche pas ça? Ça voudrait dire éteindre et reprendre. Je sais pas si Oui, on va puis pas ça faire fait tout les le 100 monde. personnes qui sont obligées de se reconnecter. Ça fait peut-être beaucoup quand même. Ouais. C'est ce que votre IT vous conseille, c'est ce que l'école nous déconseille fortement avec les étudiants. Ah, il vous déconseille de le faire? Ah bah parce que si on les perd, donc on sait pas si on va Son son, et je ne suis pas l'auditorium pour. Oui, c'est une réunion. L'autre souhaite que vous réactiviez. Qui est participant. Mais effectivement, je note que c'est toujours. Non, ça c'est moi. Ça c'est moi, ça va me harceler. On avait dit qu'on attendrait que les gens arrivent, c'est tout à fait à la terre. Je vais recommencer. Hein. Dis-moi réchauffer. C'était un échauffement la première. Mais on va refaire le speech, vous allez voir, ça va être rigolo. On est parti le chercher. Ah. Voilà. Vous allez nous sauver parce que de l'autre côté, ils sont coincés. Bon, en fait, c'était une bonne répétition. Voilà, c'était. Et d'ailleurs, dans l'art, on répète beaucoup. Voilà, apparemment, c'est bon. Ah, on a trouvé le bouton. Donc, normalement, côté Zoom, vous nous entendez? Bon, j'espère que ça marche. En tout cas, apparemment. Ouais, ben voilà. Bon, allez, je recommence un petit peu, tant pis, hein, s'il y a de la rediff. De toute façon, dans la salle, d'autres personnes sont arrivées. Donc, je vous redis bonsoir. Merci d'être venus encore plus nombreux qu'il y a un quart d'heure lors de la répétition générale. C'est donc le 16e livre coécrit par des diplômés et des professeurs-chercheurs de Neoma depuis 2016. Et donc sur le thème de l'art, culture et management. Les gens physiques ont droit au livre dédicacé au champagne, ceux à distance, ils ont déjà le son, ils vont pas se plaindre, hein, c'est quand même pas mal et j'espère que ça va durer. Et maintenant effectivement je vois que le son est bien resté. Donc merci à la technique de nous avoir sauvé la partie. Ce que je disais aussi à l'introduction, c'est que ce mélange entre art et management et entreprise, finalement, c'est assez récent. Premier article dans l'Iceberg en 1975 de Henry Botzinger. En 2000, Henry Mintzberg, qui lui-même en reparle de nouveau en disant « L'art peut influer les entreprises ». Il y a 10 ans, Gilles Lipovitsky qui fait tout un livre sur le sujet, sur l'esthétisation du monde. Dominique Fanuel, il y a 2-3 ans, sur cette double hybridation entre d'un côté l'art qui peut influer les entreprises et d'autre part le secteur culturel qui est un secteur économique en soi avec ses spécificités. Et c'est typiquement la manière dont le livre a été construit avec une première partie sur en quoi différents arts peuvent influer les entreprises. Et on verra qu'on a touché à peu près à tous les arts qui existent, donc ça donne des exemples intéressants. Et à l'inverse, en quoi le secteur artistique, donc les ICC, je parle sous contrôle, hein, industrie culturelle et créative, utilise aussi des méthodes de management avec les spécificités de ce secteur. Et quand on voit les 13 chapitres de ce livre, donc la plupart vont vous être présentés, sachant qu'il y a encore 2 auteurs qui sont en train d'arriver, 50 tendances sont apparues. Il y en a plein d'autres, hein, mais il y a quelques-unes. L'enjeu géopolitique autour de ce secteur, c'est quand même un secteur à part. On va dire tous les secteurs sont à part, mais celui-là fait partie du soft power. Et la France fait partie des pays où il y a un vrai soft power. Si on prend juste le domaine
de la production, c'est des livres, donc de livres, hein, en francophonie. Dans le monde, on parle de 110 000 auteurs, de 6 500 maisons d'édition, de 5 000 librairies. Donc on voit que c'est quand même des volumes importants et ça fait véritablement partie de ces soft power. Deuxième tendance, le secteur des ICC est un très gros secteur pour certains pays. Et dans certains pays, il y a la France. On estime que c'est 100 milliards d'euros de revenus, de chiffre d'affaires uniquement en France. Donc finalement, 1/25e de la richesse française. C'est 1,3 million d'emplois, bien sûr dans plein d'entreprises différentes. En Chine, c'est aussi un secteur important. C'est les Chinois sont les premiers consommateurs de jeux vidéo. Au Nigeria, c'est sur la deuxième industrie du pays après le pétrole. On a tendance à voir que le pétrole au Nigeria. Tout ça dans un monde où il y a d'énormes écarts entre les pays. Aux États-Unis, il y a une salle de cinéma pour 8000 habitants. En Afrique, c'est une salle de cinéma pour 1,5 million d'habitants. Donc on voit qu'il y a de vrais écarts. La troisième grande tendance qui est apparue, c'est effectivement cette logique d'apport des arts à l'entreprise, mais pas uniquement sur ce dont on pense en premier. C'est uniquement une histoire de créativité, d'esthétisation. Non, vous allez voir au fil des exemples que ça concerne bien sûr la créativité, l'innovation, mais également la stratégie, les ressources humaines, l'organisation, la gestion des risques, la gestion des espaces, des bureaux, le marketing, l'aménagement des sièges, etc. Donc vous allez voir, l'art influence dans plein de domaines. Quatrième tendance de fond, c'est le poids quand même important du numérique, qui touche dans différentes dimensions le domaine artistique. Le BIM dans l'architecture, on a parlé des instapoètes, j'ai découvert le mot pour l'occasion, c'est très joli, ou plus récemment encore les NFT, et puis je vois d'ailleurs que nous avons l'animatrice du club art, et j'en profite qu'il va y avoir 2 conférences sur les NFT d'ici fin de l'année, dans le domaine artistique. Dont une cette semaine, vous n'avez pas arrêté. Et puis il y a une véritable convergence, au-delà de l'hybridation, une véritable convergence entre ces différents domaines. Et il y a plusieurs chapitres d'ailleurs dans le livre qui parlent des plateformes. Et c'est un bon exemple de cette hybridation entre les différents domaines culturels et économiques. Donc voilà un petit peu la philosophie dans laquelle ce livre a été écrit et réalisé. Ce que je vous propose, c'est faire d'abord un petit tour de table pour que chacun se présente. Alors, de manière très courte, hein, bonjour, je suis... Voilà. Bonjour, Jean-Michel Huette, associé chez Bearing Point. Voilà, ça c'est fait. Et après, on demandera à chacun, dans un deuxième temps, de présenter, en mode speed dating, 3 minutes, son chapitre, pour vous donner envie de le lire. Alors, on commence soit par Valérie, soit par Valérie. Voilà, Valérie, ils ont fait exprès. Alors Valérie Michaud, je suis enseignant-chercheur à Neoma Business School depuis une vingtaine d'années. En fait, j'ai une carrière où j'ai passé un doctorat au milieu de ma carrière, donc c'est un peu particulier. Et avant, j'avais une carrière à peu près classique. J'ai passé un doctorat en management des systèmes d'information et tout ce qui impacte du digital m'intéressait. Et là, je me suis intéressée particulièrement au monde du cinéma et de la télévision et de l'impact du digital. Ne dévoile pas, tu risques. C'est juste pour ça, tu vas le dévoiler après. Pour l'instant, j'en suis à Gaëtan Trigo, producteur de la société Pentac Production, donc production cinématographique. Qui a fait un chapitre sur l'architecture, je plaisante. Voilà, j'avais Armation, j'ai travaillé à Rouen, à l'université de Rouen, au comité des conférences HDR. Et avec mon frère, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années chez Neoma. Avant, c'était le CERO. Et son frère jumeau, Carlos Armation, travaille comme ancien chercheur à l'école depuis 31 ans maintenant. Ça fait pas mal d'années, c'est incroyable. Dans un département de stratégie. Il a fait des formations en critical management, avec Sébastien Dubois sur la musique. Et quand ils vous présenteront leur chapitre, vous serez étonné du sujet. Nathalie Ecker, je suis directrice et fondatrice d'une société qui s'appelle Murporteur et qui est basée en Suisse et qui est spécialisée en art en entreprise. Églantine Tancret, je suis CEO d'un cabinet de recrutement et de coaching, spécialiste de l'inclusion. Alors Sébastien Dubois, professeur permanent à Neoma et directeur du master culture à l'école. Tu n'aurais pas été là, ça aurait été un scandale. On aurait raté quand même quelque chose. David Bitton, je suis coach en communication orale et comportementale et auteur, metteur en scène et acteur de théâtre avec 2 vies en parallèle depuis très longtemps qui se rejoignent en ce moment. Christelle Vendry, je suis fondatrice du cabinet Communima et donc coach et superviseuse de coach et j'accompagne toutes les transformations d'organisation.
Farah Farhat, avocate au barreau de Paris, et je suis spécialisée dans les questions d'organismes à but non lucratif, et notamment ceux qui ont des activités culturelles. Valérie Rioux, en charge de la prospective et des tendances émergentes pour Orange, avec une casquette de coach agile également pour Orange. Plein de coachs autour de cette table. C'est ça l'objet du livre dans un an, donc c'est très bien pour nous rendez-vous. Alors, voilà, l'exercice que j'ai demandé à chacun des co-auteurs, c'est en 2-3 minutes, hein, donc vraiment speed, hein, mais il faut donner envie. Quelle était un peu voilà, l'essence du chapitre que vous avez écrit? Et je propose, Christelle, que tu commences. Par curiosité, je voudrais savoir de quoi tu parlais. Alors, le chapitre est sur la place de la curiosité dans les processus créatifs. C'est-à-dire qu'on m'a souvent posé la question, mais comment peut-on devenir curieux? À la base, est-ce que c'est une compétence innée ou est-ce que c'est une compétence que l'on peut développer? Très clairement, c'est une compétence que l'on a enfant. Enfin, si vous êtes toutes là aujourd'hui, c'est grâce à votre capacité à être curieux en tant qu'enfant. Et donc, la curiosité, elle s'est bridée avec la pression scolaire, la pression sociale, la pression familiale. Et en fait, pour la retrouver, c'est comment on se régénère l'envie, le manque, pour pouvoir aller dans la recherche. Donc, c'est vraiment une plus-value dans différents horizons, tels que les enjeux intergénérationnels, comment je peux être curieux de l'autre. Dans tout ce qui est enjeu des comités de direction qui ont envie d'insuffler quelque chose de nouveau, c'est comment je suis curieux de mon environnement, de ce monde complexe, de systémique, on a une vraie approche actuellement. Et donc, mon objectif, c'était d'apporter ces quatre facettes de comment créer l'envie, comment créer le cadre serein pour avoir une curiosité saine, et puis comment je suis dans le partage pour pouvoir être dans un fonctionnement créatif. Impeccable. Non, bravo. Les autres, vous avez l'impression. Vraiment le premier. Valérie, tu vas nous dire si les petits univers existent. Parce que c'était un peu le sujet de ton chapitre. On a coécrit un chapitre qui était fantastique, science-fiction et management. Et notre intention était de montrer comment utiliser la science-fiction et pourquoi l'utiliser dans nos organisations. Dans un premier temps, pour une exploitation au niveau de l'innovation et des processus créatifs qui peuvent nous mener et nous conduire à innover et à identifier de nouveaux produits et services, avec un certain nombre de méthodologies, d'apport de qu'est-ce qu'on va trouver dans la science-fiction et qu'est-ce qui va faire qu'on aura une pensée divergente. Mais ça peut être aussi exploité pour écrire nos récits fictionnels en prospective, c'est-à-dire être accompagné d'experts qui vont avoir cette plume et avoir la distance par rapport à notre vision des mondes pour le décrire. Donc ça, c'est toute une partie de ce chapitre. Et on a aussi voulu mettre en lumière le fait que la science-fiction pouvait accompagner et aider le management d'entreprise sur d'autres territoires, que sont notamment la gestion et l'anticipation des risques. Pourquoi? Parce que souvent, on voit beaucoup trop à court terme, et que en s'inspirant de tout ce que la littérature et les films montrent, parfois même dans des domaines qui sont assez terrifiants, et bien là, on va se dire par les mécanismes de créativité que finalement, il y a des pans de risques que l'on n'a pas vus. Et puis, dernier sujet, une dernière illustration possible, mais il y en aurait d'autres pour le domaine des ressources humaines, où il y a énormément d'innovations et de choses qui sont en train de se mettre en place. Et justement, chez Orange, on est très occupé d'utiliser aussi la science-fiction dans des travaux de prospective pour identifier le futur du travail. Et ça se décline vraiment sur des domaines qu'on n'imaginerait pas. Et c'est pour ça que vraiment, c'est passionnant de travailler avec cet input-là. Des directions sur la rémunération, sur le temps de travail, sur les nouveaux contrats de travail. Donc c'est un puits de créativité. Alors, je pense qu'ils ne sont pas là, mais on avait aussi un troisième chapitre de deux professeurs de Neoma, que je ne vois pas, Lotfi Hamzi et Edgar Bilot. C'était sur l'aspect dont je parlais tout à l'heure, qui était la géopolitique des ICC, donc de la culture, et en quoi
peut y avoir une vraie logique de soft power autour de la culture. 4e chapitre, c'est Églantine. Ah oui. Ah oui. Là, j'ai appris un mot grâce à toi. Eh bien, on y va. Non, mais les chapitres dans l'ordre du livre. Tous sont On y va. Moi, j'ai écrit un chapitre sur en quoi la littérature peut aider dans l'identification et le développement de son leadership. En fait, moi, quand j'ai créé mon cabinet, c'était en 2009, le coaching était moins démocratisé qu'aujourd'hui. Donc, je n'ai eu de cesse dans mon activité de coaching de montrer à quel point j'utilisais des outils sérieux, tangibles, pragmatiques, mesurables. Donc, c'était très, très éloigné de l'art au début. Et puis, chemin faisant, me formant à différentes méthodes, j'ai découvert une méthode qui s'appelle la scénothérapie, la médiation par les textes littéraires, et en fait qui a été créée dans les années 60 par un professeur d'art dramatique qui s'est rendu compte que certains de ses comédiens avaient été transformés après l'incarnation de certains personnages. Donc il est parti de cet insight-là en se disant, tiens, la lecture à voix haute, il se passe quelque chose quand on lit à voix haute les mots d'un autre ou d'une autre, parce que vous êtes ce que vous êtes, parce que vous êtes né à cette époque, dans cet univers socio-culturel-là, dans ce sexe-là, mais vous êtes tout un ensemble d'autres potentiels. Et finalement, en lisant les mots d'un autre ou d'une autre, on peut être connecté à tout son potentiel. Donc il a travaillé la méthode dans les années 60, il l'a énormément développée, elle a été particulièrement utilisée dans la sphère thérapeutique, en orthophonie, en gériatrie, après les AVC, enfin voilà, pour retrouver la parole, puisque c'est une méthode qui marche en ce sens. Elle était moins utilisée en coaching, mais j'ai eu de la chance de rencontrer un coach qui l'utilisait, et donc je m'y suis formée. Et c'est vraiment exceptionnel de se rendre compte à quel point les clients et les clientes avec lesquels je travaille peuvent se connecter à leur potentiel. C'est-à-dire qu'à certains moments, j'ai des personnes qui me disent « Ah non, mais moi... » la prise de parole en public, convaincre, non merci, et qui se mettent à lire du Robespierre, du Danton avec une emphase qui sonne extrêmement juste. D'autres personnes beaucoup plus enfermées dans leurs émotions, qui se mettent à lire un texte et qui vont complètement s'émouvoir et se rendre compte que, tiens, il y a des émotions qu'on peut utiliser et essayer de canaliser. Donc voilà, ma rencontre avec l'art dans l'application, en tout cas en lien avec mon métier, c'est très sérieux finalement. Ah mais oui, on n'en doute pas. Mais ce que je dis, ça a évoqué ce que je disais en introduction, c'est qu'on a mis des années avant de se dire qu'il peut y avoir des choses entre art et management. On va rester sur la scène, même les metteurs en scène, avec David, et qui nous a fait un chapitre où on va des metteurs en scène, justement. Absolument. Et très en lien avec ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, notamment notre environnement. Le chapitre s'appelant « S'inspirer du metteur en scène pour le manager en période d'incertitude et dans le management d'équipe hybride ou à distance ». Alors d'abord, la première chose, c'est qu'est-ce qui rapproche le metteur en scène finalement du manager. Alors tous les deux sont nés au 19e siècle, avec petit à petit l'intégration du facteur psychologique et humain. Avant le 19e, il n'y a pas de metteur en scène, il y a de la mise en place. Et d'ailleurs, on appelait le conservatoire d'art dramatique le conservatoire de musique et de déclamation. C'est pour vous dire qu'il y avait très peu de mise en scène derrière tout ça. Et puis petit à petit, c'est à partir de 1887, pour être précis, que Antoine en France travaille sur tout le réalisme artistique, puis Stanislavski avec l'Actor Studio qui travaille sur le corporel et qui travaille sur la dimension psychologique des personnages. En parallèle, le management, finalement, il introduit d'abord la psychologie avec Elton Mayo, puis la dynamique de groupe avec Kurt Lewin, puis il introduit la dimension du facteur humain avec Peter Drucker plus récemment. Et donc finalement, le manager, il a un peu de retard sur le metteur en scène. C'est ça que je veux vous dire. C'est que le metteur en scène, parce qu'il n'y a pas de relation hiérarchique, très tôt, il a dû développer un art de la direction d'acteur. De l'acteur, mais aussi des régisseurs, des ingénieurs du son. Donc il est dans le management transverse. Alors pourquoi s'en inspirer ? D'abord, il y a des changements de fond, effectivement, comme tu le disais, qui sont invariants. Le management transverse, depuis quelques années, qui devient très important. On voit que le metteur en scène, il a un peu d'avance dessus. L'information qui est accessible à peu près à tous aujourd'hui. Avant, l'information donnait le pouvoir. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, le metteur en scène, lui, il a le même matériau que l'acteur au départ. Il a un texte. Qu'est-ce qu'il en fait ? Il y a toutes les notions de créativité, etc., dont vous parliez. Et puis, il y a aussi, effectivement, toute l'incertitude qui est de plus en plus... Il n'y a pas que le Covid. Depuis un moment, il y a de l'incertitude. Et finalement, le metteur en scène ou l'acteur, c'est un peu le champion de l'incertitude parce qu'il change de scène, de théâtre. Il ne sait même pas s'il va avoir d'ailleurs un rôle ou s'il va devoir attendre dans l'intermittence. Et puis, ça s'est accéléré avec le Covid. Et notamment, il y a un article de la Harvard Business Review assez intéressant en 2021 là-dessus, sur le Zoom fatigue, sur la santé mentale et émotionnelle fragilisée.
Mais il y a aussi ce mélange des lieux de vie et lieux de travail. Et l'acteur, pareil, il n'a pas de bureau, lui, l'acteur, il n'a pas de flex office, il n'a rien, il passe directement à la scène. Et donc, il y a ce mélange-là, donc une forme d'habitude du metteur en scène à gérer cette incertitude, à gérer ces changements permanents. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment montrer un peu tous ces parallèles et comment s'en inspirer. Justement, le comment s'en inspirer, il est aussi très intéressant parce que on va, alors je ne veux pas déflorer tout le chapitre, mais en gros, c'est comment introduire plus d'empathie parce que l'acteur et le metteur en scène, par essence même, sont les champions de l'empathie. La définition du dictionnaire, c'est se mettre à la place de l'autre. On doit se mettre à la place de son propre personnage. C'est un peu rejoint ce que tu disais, et c'est passionnant justement sur comment ça résonne tout d'un coup. Et donc il y a beaucoup d'éléments comme ça que j'ai notés, mais je ne vais pas avoir le temps parce que évidemment si je pars, je vais partir trop longtemps, il va pas être content. Mais en gros, c'est un petit peu. Voilà. Non, mais il y a l'expérimentation. Par exemple au théâtre, vous testez pour faire. Ça peut pas être que théorique. En fait, il faut essayer. Donc c'est Test Handler. On parle aujourd'hui. Manager par les forces. Je suis coach certifié en psychologie positive. On travaille beaucoup sur les forces et l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait au théâtre? On fait avec ce que l'acteur a, etc. La reconnaissance, l'engagement de l'acteur, tout ce qui est prégnant. Donc au fond, pour moi, c'est en train de faire bouger. Enfin, il y a des lignes qui bougent et on peut beaucoup s'inspirer de ce qu'apporte justement le metteur en scène, qui est un peu dans le chacun et ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. Mais le but, c'est de donner envie de lire les chapitres. Alors, tu as parlé effectivement avec la crise sanitaire, ça a beaucoup changé pour pas mal de choses, notamment dans les bureaux. Et là, c'était le chapitre de Nathalie, les bureaux de demain. Absolument. Pour en parler, je vais revenir 15 ans en arrière. Il y a 15 ans, je faisais une analyse et je collectionnais des coupures de presse où on voyait un chef d'entreprise pris en photo dans son bureau avec en arrière-plan une œuvre d'art. Et je me suis rendu compte que cette œuvre d'art, très souvent, ne reflétait pas ce que le dirigeant souhaitait communiquer dans son article, qu'elle ne s'intégrait pas très bien dans l'architecture et ce qu'il y avait autour, et qu'elle ne donnait pas toujours une énergie d'harmonie et de bien-être. Et j'ai décidé de monter une société qui travaillerait sur ces trois axes, qui sont architecture, art et bien-être, qui sont par ailleurs trois de mes passions. Et donc j'ai monté Mur Porteur, qui était précurseur dans ce qui est devenu l'art en entreprise. Et donc l'article que j'ai écrit porte sur l'importance d'intégrer de l'art dans les bureaux dans une période post-Covid où maintenant et plus que jamais, les entreprises et les bureaux doivent se réinventer pour attirer et fidéliser leurs talents. Dans cet article, vous verrez que de nombreuses études récentes montrent maintenant que l'art est un influenceur important sur un certain nombre de domaines. Je vais en citer quelques-uns, il y en a plein d'autres. Il influence sur le bonheur, sur le stress au travail. Il influence sur la manière dont les collaborateurs fonctionnent entre eux. Il influence sur leur manière de se déplacer dans l'espace. Il influence bien évidemment sur l'image et l'identité de l'entreprise et ce que l'entreprise veut dire d'elle sur ses murs. Et dans ce chapitre, vous apprendrez, grâce à une méthodologie, un cahier des charges et une analyse des besoins, à utiliser judicieusement les œuvres d'art pour soutenir le bon fonctionnement de vos équipes et soutenir la communication, l'image de votre entreprise. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, sauf si Elina nous a rejoint, mais je ne pense pas, c'est une des deux. Voilà, il y a encore deux chaises de livres, c'est pas décoratif pour le coup, c'était fait exprès. Elina Badès, qui a écrit le dernier chapitre dans cette première partie sur en quoi l'art a influencé le monde de l'entreprise, et elle viendra peut-être en tutu. Donc, vous devez deviner de quel art a traité son chapitre, mais normalement, elle est censée nous rejoindre, elle m'a prévenu qu'elle a un peu de retard, donc j'espère qu'on aura l'occasion de la voir avant la fin de la partie conférence. Donc ça, c'était la première partie du livre, l'influence de l'art dans les entreprises, dans le management. La deuxième partie du livre s'intéressait plutôt, donc l'effet d'hybridation, de convergence, sur le secteur
artistiques au sens large, les ICC, secteur en soi avec ses spécificités et autres. Et bien sûr, pour commencer, la personne qui gère à l'école le master ICC, puisqu'il y en a un. Alors moi, je connaissais à la télé les chiffres et des lettres, avec c'était Monsieur Renard qui présentait. Là, c'est l'argent et les lettres, en fait. L'argent et les lettres, oui, qui est un titre que je reprends, un historien de la littérature et de l'édition. Jean-Yves Mollier. Alors, le chapitre commence par présenter quelques notions essentielles pour comprendre les marchés culturels, comme celui de l'Oligopola franche. Une des caractéristiques des marchés culturels, c'est que nous avons de très grandes entreprises, comme disait, et nous avons de toutes petites entreprises. Et que les toutes petites entreprises sont absolument vitales. Donc, sur un marché comme l'automobile, par exemple, vous avez des oligopoleurs et vous n'avez pas de petites entreprises. La culture, vous avez des grandes et des petites. Et les petites sont les laboratoires des grandes. Donc, sans les petites, les grandes ne vivraient pas. La plupart des écrivains ou des genres musicaux, du rap à la musique techno, etc., commencent dans les franges. Voilà. Donc, je commence par expliquer cela. Après, j'essaye de réfléchir aux tendances actuelles dans l'industrie de la culture, avec notamment les discussions autour de production d'élite ou production, ce qu'on appelle nous en sociologie pure, c'est-à-dire dédiée uniquement à la recherche esthétique et production commerciale. Voilà. C'est là que je vais expliquer ce que sont les instapoètes, ce que tout le monde attend avec impatience. Ah bah oui. Voilà. Et donc j'essaye à partir des recherches, enfin de mes propres recherches et des recherches contemporaines, de discuter justement, est-ce qu'on a toujours un marché qui serait divisé entre la production pure, entre, je sais pas, les livres de chez Corti ou de chez Minuit, et puis la production commerciale, les guides de voyage, etc. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, les lignes bougent beaucoup. De manière complexe, la production pure reste pure, mais de plus en plus à la fois d'éditeurs, mais aussi d'écrivains. Amélie Nothomb, par exemple, essaye de jouer sur les deux tableaux. Amélie Nothomb, elle multiplie les références littéraires et puis elle vient manger des fruits pourris sur le plateau de Laurent Ruquier. Vous voyez, donc elle joue sur les deux tableaux. Et de plus en plus d'éditeurs, puisque je me concentre sur le marché du livre, mais c'est pas vrai que sur le marché du livre, et d'auteurs, essaient de jouer sur les deux tableaux. Et donc l'exemple que je donne sont les instapoètes, qui sont des poètes apparus sur les réseaux sociaux, comme l'on l'indique, d'abord dans le monde anglo-saxon, qui ont été suivis très rapidement par des millions et des millions de followers, comme on dit, et ce qui a convaincu certaines maisons d'édition de les publier. Voilà. Alors que ce qu'ils faisaient ressemblait beaucoup à de la poésie amateur. La poésie est le genre le plus pratiqué en amateur. Voilà. Et donc ces instapoètes sont devenus des écrivains professionnels, voilà. Avec aujourd'hui des millions de lecteurs qui explosent tous les chiffres de vente qu'on connaissait dans la littérature pure. J'ai même certains étudiants qui sont lancés dans l'instapoétrie. Voilà. Voilà. Pour le club culture. Et voilà, pour le club culture. Voilà. Et un mouvement qui va à la fois du monde anglo-saxon, l'Indonésie, la Chine, la France, l'Allemagne, enfin, qu'on voit un petit peu partout, et qui justement questionne la transformation du genre qui était le genre pur par excellence, c'est-à-dire le genre littéraire par excellence qui était la poésie. Voilà. Donc c'est pour ça que je prends l'exemple de l'instapoétrie pour essayer de discuter ce qui se passe aujourd'hui. Je conclue juste en disant, parce que nous avons plein d'anciens élèves, si vous avez des stages, si vous avez envie de venir enseigner, etc., maintenant vous me connaissez, voilà, contactez-vous. Vous allez le voir tout à l'heure, n'hésitez pas. Très bien, tu as raison de faire un appel au peuple, c'est fait pour ça. Alors l'art et la culture, c'est vraiment sérieux, c'est tellement sérieux qu'on a un chapitre juridique et fiscal. Et oui, c'est possible. Et c'est Sarah qui nous l'a fait. Oui, tout à fait. Donc c'est très très possible. On est dans un pays qui offre énormément de niches fiscales et donc d'aide par la dépense fiscale aux entreprises de l'art et des activités culturelles. Et en fait, moi j'ai pensé à un chapitre aux porteurs de projets, parce que souvent en fait en cabinet d'avocat on récupère donc des dossiers un peu bancals avec beaucoup de difficultés pour remettre les choses d'équerre, et moi ce que je voulais c'était offrir aux porteurs de projets quelques pistes de réflexion pour bien structurer d'un point de vue fiscal et juridique leur projet, et pour commencer sur des bases saines, pour pouvoir lancer leur activité comme il se doit. Donc, comment ça se fait? Très facilement, on prend son business plan, on voit quelles sont ses principales sources de financement. Désolée, c'est pas du tout fun par rapport à tout ce qui a été dit avant. Non, c'est il en faut. C'est vraiment très... on va dire, enfin, c'est de la gestion pure pour le coup. Et donc, du coup, on prend son business plan, on voit quelles sont ses sources de financement, celles qu'on a prévues, subventions publiques, mécénat. Est-ce qu'on va avoir recours ou non au bénévolat? Et donc avec ça, à partir d'un schéma que j'ai construit, on va décider très rapidement, est-ce qu'on va aller vers une société commerciale ou au contraire, ou est-ce qu'on va aller vers un organisme sans but lucratif. Si on choisit l'organisme sans but lucratif, on a deux véhicules principaux.
soit les associations, véhicules de prédilection en fait, pour pratiquement toutes les activités culturelles, soit on va vers le fonds de dotation, mais le fonds de dotation qui est très sympa pour collecter du mécénat, vous interdit tout accès aux subventions publiques. Donc oubliez, et ça c'est un peu, ça peut être assez rude, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment en fait un chapitre qui donne des outils aux porteurs de projets, aux personnes qui souhaitent se lancer. En tout cas, moi, je l'ai pensé comme ça. Voilà. Et alors, j'en profite, ça me fait penser à 2 remarques. La première, comme quoi, il ne faut pas se tromper, le fun n'est pas forcément là où on pense. Quand on a réfléchi avec la maison d'édition Pearson à ce livre, on s'était dit, peut-être qu'on va le faire pour la première fois en couleur. Parce que l'intérieur, c'est du noir et blanc, ça coûte moins cher que la couleur. On s'est dit, on va avoir plein de photos, d'images, l'art et la culture, ils vont tous se lâcher. C'est de tous les bouquins d'essais celui où il y a le moins de graphique. C'est que du texte. Alors, je ne sais pas si c'est des instapoètes, je suis pas sûr. Et le chapitre où il y en a le plus, c'est celui de Sarah. Donc déjà, c'est le seul où il y a des graphiques. C'est la seule. Donc déjà, il ne faut pas croire à tout ce qu'on dit. Et deuxièmement, ça me fait penser, petit point que j'ai oublié de dire à l'introduction, mais qui est important, n'hésitez pas, vous êtes offert à ceux qui sont là, mais de parler de ce livre et de communiquer dessus, il sort le 4 novembre, parce que tous les droits d'auteur sont intégralement reversés pour la fondation Neoma, donc pour des bourses d'étudiants. Tu ne l'avais pas dit ça. Ah bah tu n'as pas eu tes mails. Donc oui, parce que finalement, vu le nombre de ventes, je te rassure, c'est plus simple. Non, mais surtout, ça permet chaque année de faire un don à la fondation qui finance des bourses. Voilà, c'est le mécénat qui m'y a fait penser. Alors pour continuer le tour de table, on a 2 chapitres dans le domaine cinématographique, alors, ils se sont mis ensemble, je ne sais pas si c'était fait exprès. Donc Valérie, tout d'abord, tu vas nous parler un peu d'Hollywood. Alors je vais vous parler d'Hollywood. En fait, j'ai intitulé mon chapitre « Basculement d'Hollywood dans le monde des plateformes et mutation du secteur du cinéma ». Alors forcément, au départ de ce chapitre, je parle de Netflix et de son effet très structurant sur le secteur de la production, le secteur de la distribution et la diffusion de contenu audiovisuel. Alors on a maintenant, avec un peu de recul, des recherches qui montrent que ça a complètement restructuré tout le modèle de la production mondiale en retirant Chine et en retirant même pas l'Inde, parce que l'Inde a été aussi beaucoup impactée par le modèle Netflix. Alors évidemment, Netflix s'est fait rattraper puisque aujourd'hui on a énormément de plateformes. Et quand je regarde toutes les grandes plateformes, quasiment soit elles sont lancées par des studios d'Hollywood, on va dire, soit elles découlent des grandes entreprises de la tech qui ont racheté des grands studios. Donc pour juste vous remémorer, parce que je suppose que tous ces exemples vont vous parler, Disney a racheté la Century Fox, AT&T dont on parlait tout à l'heure a racheté Time Warner. Alors le mariage s'est pas très bien passé, donc ils ont redivorcé pour se remarier avec Discovery, mais aujourd'hui c'est la 3e plateforme en termes de contenu, donc avec une très belle réussite qui est HBO Max, qui arrive avec un modèle économique parce qu'il y a 2 modèles économiques, le SVOD et le AVOD. AVOD, c'est avec de la publicité, on va en reparler, mais ce sont des plateformes qui arrivent avec des modèles économiques un peu différents et qui déstabilisent encore plus les acteurs traditionnels. On a bien sûr Amazon Prime qui vient de racheter la Metro-Goldwyn-Mayer, 56 000 titres en portefeuille pour comparer à 20 000 titres chez Netflix. Ça devient donc l'acteur dominant de l'ensemble des plateformes. Bon, il y a Viacom et CBS qui ont fusionné pour lancer Paramount+, on a Universal Plus qui arrive, et on a Lionsgate Plus qui arrive. Tous ici sont mis, et avec la même chose derrière, une forme de plateformisation du monde du cinéma, avec quasiment plus de frontières aujourd'hui entre le monde du cinéma et des plateformes, puisqu'ils se sont avalés mutuellement. Donc évidemment, pour les gens que nous sommes, les spectateurs que nous sommes, ça brouille des pistes. Et ça lève un certain nombre de questions pour l'avenir et pour ce qui s'est passé. Le monde des plateformes tue-t-il ou au contraire sauve-t-il le cinéma? Alors quand on interroge les experts, en fait, vous avez autant de gens qui sont épidermiquement
contre, hein, en se disant que ça a tué le cinéma de mettre des très belles œuvres à côté d'une série D très très inférieure, dont Scorsese, qui s'est ouvert dans la presse américaine en disant c'est pas possible. En même temps, Scorsese a réussi quand même à être produit sur Netflix, alors sur un film assez long, et donc ça pose d'autres difficultés, mais en tout état de cause, les gens qui défendent ces modèles-là disent que le cinéma n'a jamais été autant créatif, n'a jamais été autant financé, n'a jamais réussi à autant sortir des cadres normés dans lesquels il s'était enfermé dans les années 2000. Alors évidemment, ça remet en place et en cause la place de la salle de cinéma, parce que toutes ces grandes plateformes ont des stratégies multi-écrans. Donc on a la salle de cinéma. Alors ils ont fait plein de tests pendant le Covid avec cinéma, enfin avec salle de cinéma avant la plateforme, salle de cinéma après la plateforme, enfin plein de choses. Il s'avère que la salle de cinéma, elle devient incontournable pour créer l'événement. Ça a été reprouvé, donc elle n'est pas morte, cette salle de cinéma, mais c'est pour un petit mois, 90 jours, pas plus, et ensuite on bascule sur les plateformes, et ce n'est que pour les grands blockbusters, de plus en plus de films sont produits et mis directement sur les plateformes, ce qui change considérablement, parce que nous on est un microcosme très particulier avec notre chronologie des médias, et dans le reste du monde, la salle de cinéma n'est pas morte, mais elle a une place dans une stratégie qui est une stratégie multi-écran. Alors, est-ce que ces plateformes qui représentent le cinéma aujourd'hui, il y a plus de frontières, sont en train de gommer d'autres frontières? C'est bien possible, puisqu'il y a deux choses qui leur arrivent. La première, c'est de ne pas tenir avec ce système SVOD. Donc, on part vers de la publicité ciblée. Et donc, ça tend à enlever les barrières, enfin, à gommer en fait la barrière qu'il y avait entre le cinéma et la télévision. Aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus difficile de faire la différence. Et la deuxième chose, c'est l'hyper-choix. Les gens sont confrontés à tellement de choix qu'aujourd'hui, il y a une demande éditoriale et qu'il y a probablement la place pour de nouvelles offres alternatives, ou alors la mutation n'est pas terminée et toutes ces plateformes vont évoluer. Alors, ma vision de l'avenir, parce qu'il y avait cette demande... c'est la question suivante, là. L'avenir, ça sera la question suivante. Ah, d'accord. Okay, moi, je serais d'ailleurs intéressé par avoir... ça tombe bien, Gaëtan. Alors, voilà quelqu'un côté producteur, oui, un peu tout en France, mais... Exactement, parce que il va peut-être dire qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce que tu fais ça. Non, mais du tout. Si je suis d'accord, je partage beaucoup de ces points. Et justement, moi, mon sujet d'étude, c'était plutôt la France qui pleure à cause de ça. En tout cas, de l'impact de justement l'émergence des plateformes en France et plus largement de la consommation des longs métrages en France, que ce soit donc sur les plateformes, à la télévision ou en salle, sachant que le mois dernier, on a fêté un triste record. En fait, ça faisait 40 ans que les salles de cinéma avaient reçu aussi peu de spectateurs. Ce mois-ci, il y a eu les états généraux du cinéma pour statuer de quelles sont les solutions possibles, et aussi on voit émerger beaucoup d'articles pour un peu désigner le coupable. Est-ce que c'est le prix du billet qui est trop cher en salle? Est-ce que c'est l'offre qui est qualitativement basse? Ou est-ce que c'est l'essor des plateformes? L'objectif du coup de mon chapitre, c'est justement de montrer que c'est quelque chose qui est évidemment... ces chiffres aussi faibles ne sont pas liés que au Covid, que c'est quelque chose qui est structurel. Il y a beaucoup de choses qui sont, dont on parle depuis 20 ans, en fait, et qui sont la conséquence de 20 années d'une mauvaise politique, ou en tout cas, effectivement, de l'émergence de nouveaux acteurs. Mais aussi, je voulais montrer quelles avaient été les réponses, puisque c'est pas la première fois qu'on enterre le cinéma. Dans les années 90 justement, et 80, quand il y avait eu justement cette si faible fréquentation, quelles avaient été les réponses apportées, et est-ce qu'on peut apporter les mêmes réponses aujourd'hui? Et ensuite, c'était de montrer que, évidemment, les salles font face à une crise, mais c'est aussi le cas des télés et aussi des plateformes. Tout le monde est en fait face à des défis majeurs. Justement, là, on a appris le mois dernier que les gens partaient progressivement de toutes ces plateformes SVOD, notamment surtout les jeunes,
pour se tourner vers du contenu très très court. Donc c'est de nouveau vers YouTube, vers TikTok en fait que les gens consomment le plus d'œuvres. Et donc à côté de ça, la conséquence de tout ça, c'est finalement une conséquence qui est visible dans tous les secteurs en crise. C'est une concentration en fait aux mains de peu d'acteurs finalement de la création et donc un impact sur la diversité des œuvres. Et après, mon élargissement, et là du coup c'est effectivement le producteur qui parle plus. Ça sera la question suivante. Ah, okay, ils ont tous bien préparé. Hein, ça se voit. Alors, je pense qu'Anne-Cécile n'est toujours pas là. TGV a vraiment du retard, donc j'espère qu'elle nous rejoindra. Anne-Cécile a fait un article sur le digital dans les lieux de spectacle, notamment le digital et le spectacle vivant. Les deux ne sont pas opposés. J'espère qu'elle pourra nous rejoindre. Il y a encore 2 places de libre, Elina et elle, avant la fin de la soirée. Et puis le dernier chapitre, il faut toujours terminer en musique. Quand même. Donc là, je passe la parole à Carlos et Francisco. Faites-nous un peu de musique. Oui, c'est vrai. Bien, cet article est né à ses origines, ça fait plus de 30 ans, quand je suivais les cours de François Jeannot, qui était le chef d'orchestre de l'Orchestre national de jazz en 87, créé par Jacques Lang. Et lui, il s'est posé beaucoup de questions sur le futur de la musique, en concret, sur le futur du jazz et la représentation. Aujourd'hui, c'est très intéressant de vous écouter. Les mots empathie, incertitude, plateforme, consommation globale, fait face à une réalité, c'est qu'on achète de moins en moins de disques, on va moins en moins au concert, on n'accède pas presque, les jeunes ne vont plus au cinéma. Et en 82, quand on est arrivé à Paris, il y avait 85 salles de spectacles jazzistiques dans la ville, il restait que 13 aujourd'hui à Paris, 44 en France. Alors on s'est posé la question que quel est le futur, pas seulement pour le jazz, pour les consommateurs du jazz, pour celui qui fait du jazz, pour les musiciens. Et alors, la performance jazzistique est au cœur de nos recherches, d'une façon très transversale, parce qu'on met en rapport ces discours jazzistiques avec une consommation globale qui casse la notion d'identité. Le jazz, peut-être, c'est un des seuls genres musicaux qui a un rapport direct avec leur réalité. Alors nous avons beaucoup respecté ces traditions qui est née dans les années 20 avec la Harlem Renaissance aux États-Unis avec l'Aston Hughes. Il y a mis un rapport, beaucoup d'éléments dans une industrie qui aujourd'hui, il ne faut pas le nier, est en crise. Même s'il y a encore des petits labels qui essaient de récupérer certains artistes, on écoute de moins en moins de jazz. Hein, et malheureusement, peut-être c'est la question que vous allez me poser après sur le futur de la musique. Hein, et je ne vois pas comment on peut renverser la tendance. L'article est composé de 3 parties. D'abord, qu'est-ce qu'une performance jazzistique, hein, qui sont les éléments qui composent cette performance jazzistique. Voilà, je pense que c'est très important pour les managers, parce que je pense que la tradition du jazz, c'est une culture avec la culture qui est née avec la renaissance de l'individualisme, le cartésianisme, la vision masculine. Et le jazz, il peut apprendre les managers à être plus créatifs grâce à l'improvisation, ouvert à l'écoute, le partage, avec une vision plus féminine. Et je pense que c'est ça l'élément de l'article qui est un peu positif. Je ne vois pas la vision négative que tu as proposée. Non, ce n'est pas une vision négative, c'est une réalité qu'aujourd'hui, en réalité, aujourd'hui, on consomme d'une façon globale. Hein, les streamers remplacent les musiciens, les DJ remplacent les artistes. Et ce n'est pas une vision négative, c'est une réalité qu'on constate avec des chiffres. On peut voir aujourd'hui, on parle avec n'importe quel professionnel du théâtre ou du cinéma, et on ne va pas, même si la France est le seul pays qui a l'exception culturelle, heureusement, il protège la culture et les artistes. Je suis assez pessimiste à ce niveau-là. La deuxième partie de l'article, il vous présente comment se composent les langages jazzistiques, quels sont les éléments clés qui composent les langages jazzistiques. On s'est inspiré, j'avais fait une thèse il y a 27 ans sur les swings dans l'écriture, c'est une thèse en sciences humaines, et qui parlait des 3 différentes dimensions du jazz, l'harmonique, la mélodique et la rythmique. Et alors on décompose un peu en quoi le jazz est différent d'autres musiques. Et le troisième chapitre, la troisième partie de l'article, c'est le rapport entre le jazz et les traditions orales. Globalement... Merci. Mais alors, je pense que vous avez tous compris qu'en fait, en préparant, je leur ai posé à tous 3 questions. Donc là, ils ont répondu à la première. Alors, les 2 autres sont plus rapides, je vous rassure. Et la deuxième question, c'est effectivement, c'est quoi si on se projette, parce que là, vous avez écrit tous votre chapitre fin d'année dernière, enfin, début de cette année, hein, il faut qu'on dirait 6-7 mois entre
le moment où le papier est rendu et puis la publication, c'est pas en direct. Hein. Qu'est-ce qui se passe en 2023-2024? Et je sentais que Valérie, là, côté cinéma, ils étaient pas à fond là. C'est quoi, en quelques mots, ta vision sur qu'est-ce qui va se passer dans les 2 ans qui viennent? Alors, pour moi, le cinéma n'est pas du tout en danger. Au contraire, il vient de trouver une nouvelle je sais pas comment dire, coquille, dans le bon sens du terme, un nouveau soutien. Donc, je suis pas inquiète. Je suis beaucoup plus inquiète pour la télévision et pour nos acteurs locaux. Les autorités de la concurrence ont remis en question le mariage TF1 M6. Alors, vous savez que, alors moi je suis professeur de stratégie, il y a des exemples emblématiques de secteurs qui se sont fait attaquer par le digital et qui n'ont pas été se marier parce que justement c'était pas la bonne solution. Par exemple, les agences de communication, Omnicom et Publicis avaient imaginé se marier et puis ils ont dit non, c'est pas possible, c'est pas la façon dont on pourra faire la guerre à Google à l'époque. Donc je pense que finalement peut-être ça sera une chance pour eux parce que il faut vraiment réinventer. Ces acteurs vont être mis en place puisqu'il y a de moins en moins de frontières dans tous ces milieux entre la télévision, les plateformes, etc., etc. Alors demain, c'est quand même la difficulté des jeunes qui s'occupent, qui sont intéressés beaucoup par les cours format. Ça, je pense que effectivement, ça c'est une difficulté majeure de la consommation des films de cinéma en tant que tel. Il y a aussi les financements avec les NFT, bien entendu. Je dirais qu'il y a certainement des spécialistes ici qui pourraient en parler, mais en tout cas pour le cinéma en tant qu'art, je ne suis pas du tout. On dit souvent que l'art est né avec la salle de cinéma sur 1h30, avec un format particulier qui est né avec la salle de cinéma, mais je pense que le demain du cinéma n'est pas mauvais, c'est plus pour les acteurs dans leur adaptation et plutôt dans la diffusion que le problème se posera. Conférence NFT. J'ai vu. Je vais faire les 3 minutes à la fin. D'accord, Gaëtan, aussi optimiste? Ouais, non, moi je partage complètement ce point de vue sur le fait que le cinéma va pas mourir. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Après, je peux aussi partager vite fait mon expérience sur le financement. Effectivement, de toute façon, je pense qu'on arrive au bout d'un modèle. Moi, qui suis quand même, qui suis assez cinéphile, l'un de mes réalisateurs favoris, c'était Jean-Pierre Melville. Et Jean-Pierre Melville, à la fin des années 60, disait que de toute façon, ça allait mourir dans 20 ans. Parce que le fonctionnement même des aides publiques, en fait, fait qu'on aboutit forcément à des œuvres qui sont toujours le produit du consensus ou du copinage de ce qu'on veut. Donc au final, je pense que c'est pas forcément un problème que ça se termine. Si ça se termine, peut-être qu'on va continuer à mettre de l'argent là-dedans. Après, là, c'était l'ouverture de mon chapitre et je pense qu'il y a quand même des œuvres encore aujourd'hui qui valent vraiment le coup d'aller voir au cinéma. Même des œuvres françaises. Aussi des œuvres françaises. Financées effectivement en fait, par la télévision. Plus que, voilà, on se rend compte que les tout petits films aujourd'hui, tous les distributeurs vraiment indépendants, c'est devenu très très difficile en fait de monter des films avec ces interlocuteurs-là. On est obligé de passer par les télévisions ou des gros studios en fait, que ce soit Pathé, Gaumont, les traditionnels. Donc il va effectivement y avoir un gros ménage en termes d'acteurs, de producteurs aussi. Il y a beaucoup trop de producteurs aussi. Peut-être que je disparaîtrai dans 5 ans, je sais pas. Mais par contre sur la créativité, c'est là où j'ai le plus d'interrogations. C'est que comme on a de moins en moins d'investisseurs, on va dire, devant nous, on va se retrouver à devoir penser des œuvres en fonction d'un faible nombre de créateurs et donc de se retrouver avec des produits en fait, plus que des films. Alors on a déjà des produits, mais je pense qu'on risque de n'arriver qu'à des produits et de moins en moins d'œuvres créatives. Hier, je suis allé voir Il était une fois en Amérique et je me suis dit mais comment on finance un film comme ça? Aujourd'hui, en France, c'est impossible. Et j'ai réalisé que Sergio Leone avait mis 12 ans en fait, à faire ce film et que déjà dans les années 70, c'était une galère à produire un film de 4 heures aussi compliqué et aussi innovant.
Donc en fait, la France va se retrouver au niveau de tous les autres pays avec beaucoup moins de financement public. Et après, je ne sais pas trop ce que ça va donner. La seule interrogation que j'ai aussi, c'est plutôt sur le changement du comportement des individus. J'ai quand même l'impression qu'on a de moins en moins la capacité à rester attentif face à un film de 1h30, 2 heures. Ou alors, c'est une manière de consommer différente, c'est-à-dire qu'on peut voir un film de 2 heures, 3 heures, mais comme une série, en fait, de passer toutes les 30 minutes à autre chose et se dire, je vais saucissonner mon film de 3 heures en plusieurs fois. Pourquoi pas, du moment que l'œuvre est vue et qu'elle est appréciée au final. Tout à fait. Merci. Sur le jazz, j'aimerais souligner un ancien élève de l'école, Martin Samper, de cinéma à Barcelone depuis des années. Parce qu'il a avec 3 ou 4 films, il est même en des films partis à Hollywood. Il s'est gagné la vie avec des cours de français à Barcelone. Il ne peut pas vivre avec son métier comme producteur. Ça reflète la réalité aujourd'hui du cinéma. Il a 3 Gaudi. Gaudi, c'est les Césars. Les Césars, oui. Alors, c'est un ancien élève, promo 96. C'est qui? Martin Samper. Ouais. Je sais pas que vous connaissez quelqu'un. Alors, par rapport à notre article... Vas-y, bon, il faut profiter qu'on a encore des festivals du jazz en France. Oui. Il y a 14 endroits pour écouter du jazz. Et je pense que la stratégie du jazz, c'est pas les endroits, mais ça serait bien qu'on fasse comme aux États-Unis, que dans les écoles, et on fait des cours d'improvisation pour aider les étudiants à être plus créatifs. Je pense qu'on pourrait faire ça aussi en France, mais ça dépend aussi de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale. J'ai une vision optimiste par rapport à la pratique instrumentale, parce qu'il y a plus d'1 million de pratiquants de musique en France, ouais, avec les écoles normales, les conservatoires, et une vision un peu négative par rapport à la performance. Il y a beaucoup moins des performances directes, parce qu'il y a beaucoup plus de plateformes, de streaming, et évidemment des façons de consommer des produits musicaux. Et en ce qui concerne le jazz, la France est un pays qui a toujours protégé les artistes. Ouais. La preuve des années 30-40, Kenny Clark, beaucoup de musiciens venaient vivre. Miles Davis à Paris parce qu'ils étaient reconnus et protégés. Alors, je suis un peu ambivalent dans une industrie qui se globalise de plus en plus, qui perd son identité, et qui se glocalise pas beaucoup, parce qu'on se globalise, mais on devait se glocaliser, garder son identité originaire. Ça me fait plaisir d'écouter des références comme Jean-Pierre Melville. J'aimerais bien si nos étudiants ils connaissent la nouvelle vague. Ils ne vont pas au cinéma parce qu'ils ont perdu cette notion identitaire. Et déjà, c'est un reflet, un de plus d'une consommation globale à tout azimut qui a plus de sens. On ne te dit pas à l'école, la nouvelle vague. Ça m'étonne que personne dans les cours connaît. Ah, attends, vous allez vous régler vos affaires entre vous. À la fac, dans les cours de cinéma, personne ne connaît François Truffaut. C'est gravissime, hein, que personne, des étudiants de master en cinéma, ne connaissent pas François Truffaut. Ça, c'est gravissime. Pas Merci beaucoup. Nathalie, là, dans les bureaux, on peut mettre un peu de musique, dans du jazz, par exemple. Ça ne donne pas des idées? Alors, moi, sur l'intégration de l'art dans les bureaux, je suis très, très optimiste parce que dans les années 60, en fait, Jean Cocteau disait « L'art est absolument nécessaire, mais nul ne sait à quoi ». Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience de l'importance de l'art et de son influence et de son impact sur le fonctionnement d'une entreprise qui est de plus en plus, qui croît. Et moi, je vois vraiment beaucoup plus de demandes, en fait, dans ce sens, beaucoup plus de collaboration avec des artistes et aussi une intégration de l'art en amont des projets, c'est-à-dire au niveau de la réflexion stratégique avec les architectes et les dirigeants d'entreprise. Et bien évidemment, en l'intégrant en amont, il a beaucoup plus d'impact et il devient un vrai avantage concurrentiel. Je suis forcément, à travers mon activité, connectée à l'actualité. On est dans une crise énergétique, écologique, économique. On ne sait pas très bien si la crise sanitaire est derrière nous. Bref, on est dans un environnement exogène, un peu anxiogène. Alors, il paraît qu'en Asie, les crises se disent autant menaces qu'opportunités. Donc, si on regarde de ce côté-là, on peut se dire que l'effondrement de certains paradigmes, du coup, d'une certaine manière, c'est l'opportunité d'écrire des choses nouvelles. Et si je fais le lien avec le sujet du leadership sur lequel je travaille, c'est avec l'effondrement de certains modèles, de certains styles de leadership, c'est l'opportunité d'en créer des nouveaux, d'en tester, d'en donner à voir, de créer de nouveaux rôles modèles
Et ça, pour le coup, à travers ce que je vois avec mes clientes et mes clients, je suis sacrément optimiste, en fait. Je crois que dans le dernier numéro, je pense au dernier ou prochain du magazine des diplômés, vous verrez un article d'un professeur de l'école qui a écrit sur The Walking Dead et en quoi ça donne des exemples dans le leadership en temps de crise Covid. Tout est possible. Sébastien, tu me disais que le master dont tu t'occupes, l'ICC, il est plein. Oui. Donc 50 places, 50 étudiants. Donc c'est bon. Parce que les étudiants, c'est quand même ceux qui vont bosser dans les 40. De toute façon, toute société a besoin de production symbolique. Déjà, pensons à l'ASCO, toute société a besoin de production symbolique. Premier point. Deuxième point, à mesure que certains besoins sont satisfaits, les gens investissent de plus en plus dans la culture. Par plaisir et aussi parce qu'ils ont conscience, de nombreuses études l'ont montré, qu'investir dans la culture est une manière d'obtenir des récompenses sociales. Donc moi je ne suis pas du tout pessimiste sur la consommation du point de vue de la culture. Les questions qui se posent sont plutôt quelle culture. Et là, c'est ce que je disais, les choses sont effectivement un peu en train de bouger, mais les arts purs, entre guillemets, donc le cinéma d'auteur ne disparaît pas, mais il a toujours concerné, il faut se souvenir que Godard, moi quand j'allais voir Godard étudiant, on était 200 dans la salle, et il y avait 3 représentations, voilà, enfin les choses n'ont pas beaucoup changé de ce point de vue-là. La littérature de la fin du 19e siècle vendait quelques centaines d'exemplaires et pas plus, donc les choses n'ont pas énormément bougé. Ce qui a beaucoup changé, c'est l'apparition de multinationales culturelles capables d'influencer les goûts. Je pense que nombre d'entre vous avaient des enfants. Vous savez comme moi qu'il est difficile de résister à Disney, même quand on veut. Voilà. Et donc, la place des arts et des logiques esthétiques et économiques est en train un peu de bouger. Et ce qui change pour le cinéma d'auteur, par exemple, c'est la constitution des grands groupes dont parlait Valérie, qui bouleverse effectivement les modèles économiques et rend plus difficile faire aujourd'hui ce qu'on faisait hier. Voilà. Voilà. Donc c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et sur les pratiques culturelles, une chose que l'on voit, je terminerai là-dessus, c'est que contrairement à une idée répandue, les élites culturelles, ce qu'on appelle les élites culturelles, c'est-à-dire les artistes, les producteurs culturels, etc., restent les arbitraires du bon goût. Toutes les études sociologiques convergent sur ce point. Voilà. Pensez simplement, par exemple, à un simple exemple, la gastronomie. On voit très bien comment dans la gastronomie, ce sont encore les élites culturelles, c'est-à-dire les critiques, voilà, et certaines classes sociales qui dirigent ce qu'est le bon goût et pourquoi nous nous sommes tous mis à manger des sushis. Voilà, tout ça redescend ensuite. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que les classes dites populaires sont très peu sensibles aux hiérarchies culturelles. Voilà. Ce qui là est un enjeu à la fois d'éducation, un enjeu économique évidemment, mais un enjeu d'éducation effectivement très important parce qu'ils ont leur propre hiérarchie culturelle et ils sont peu sensibles aux hiérarchies culturelles fabriquées dans les élites. Voilà. Donc quand vous leur dites de lire Baudelaire, Mallarmé, etc., ils y sont relativement peu sensibles. Les classes moyennes le sont, les classes supérieures le sont, les classes populaires non. Voilà. Et ça, c'est une transformation sociale qu'on observe depuis environ une vingtaine d'années. Voilà, que cette perte d'influence sur une partie de la population, j'insiste, voilà, de la culture dite savante, celle que nous apprenons à l'école. Merci. David, le management à distance, ça va continuer. Tu es sur un filon. L'hybride, oui, à fond. Et c'est vrai que là, je sors d'une journée de séminaire avec la direction de la communication d'un grand groupe. Et on a de plus en plus cette hybridation aussi entre la dynamique théâtrale, le jeu d'acteur, jusqu'à des mises en situation. On va beaucoup plus loin, en fait, ça se professionnalise et donc on a effectivement, à mon avis, une valeur ajoutée là-dessus qui est importante. Et moi, je suis assez optimiste et en même temps, c'est très difficile pour des auteurs, producteurs de théâtre comme moi, un peu indépendants, si tu veux, comme dans le cinéma. Et je suis optimiste pour le spectacle vivant parce que justement, il y a une espèce de quelque chose qui se fond entre le cinéma, les plateformes, etc., qui n'est pas très évident. Et on voit tout d'un coup arriver des grands acteurs de cinéma au théâtre récemment, pour qui ça devient un nouveau plaisir en fait, en réalité. Donc tu commences à avoir beaucoup de grands artistes qui reviennent sur scène, ou même des Vanessa Paradis qui tout d'un coup jouent au théâtre, parce que le cinéma offre pas forcément finalement la même... D'ailleurs, elle était remarquable, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer comme dans l'inconscient collectif, parce qu'elle a vraiment fait un travail extraordinaire d'actrice. Donc je suis assez à la fois optimiste sur le spectacle vivant, avec le même phénomène de concentration qui commence à se faire, mais qui pour le coup, d'un point de vue spectateur, pour moi est un gage de qualité. C'est-à-dire qu'il y a un standard au théâtre qui est monté. Une des difficultés moi que j'avais depuis 30 ans que je fais du théâtre,
C'est que je me suis battu pour faire des choses qualitatives qui ont attiré pas mal de spectateurs. Et puis, il y a tout d'un coup des pièces de théâtre qui ne sont pas faites de manière professionnelle ou qui sont faites un peu à l'arrache, et qui fait que quand on a une mauvaise expérience au théâtre, je peux dire en général, on ne revient pas pendant 2-3 ans. Et ça a été montré. Donc là, j'ai le dernier Avignon. Donc il y a à la fois les grands groupes, même Vente Privée qui a investi dans le théâtre, qui a le Théâtre de Paris, etc. Et puis tu as des producteurs, tourneurs comme Théâtre Actuel, etc. Il y a des choses qualitativement qui sont beaucoup montées en quelques années, en 3 à 4 ans là. Alors ça prêche pas forcément pour des indépendants comme moi, mais globalement je suis content pour le théâtre. Voilà. Il n'empêche qu'à ce moment j'ai une pièce de théâtre qui joue au Théâtre des Mathurins, qui s'appelle Oedipe Isiologue. Ah bah voilà, bonne pub, voilà, excellent, on va communiquer dessus, c'est excellent. Merci. Merci David. On va discuter avec le Com Culture. Christelle ? Alors moi sur la curiosité, en fait il y a un vrai challenge. C'est-à-dire que être curieux actuellement, les gens se cachent derrière Internet. Je suis curieux, j'ai été regarder sur Wikipédia. Non mais foncièrement c'est ça. Et l'enjeu majeur, ça va être les notions des algorithmes qui nourrissent les mêmes avis. Donc on n'a pas cette ouverture d'esprit que l'on croit avoir avec Internet. Donc pour moi, une des grosses difficultés, c'est sortir les gens de cette croyance que Internet nourrit ma curiosité. Non, elle exacerbe les croyances et on en devient de plus en plus coléreux. Et c'est ce qui se passe actuellement, puisque quand on a une idée, on reçoit toutes les informations qui vont nourrir cette idée. Donc comment pallier à ça ? Là où je pense que l'art a cette richesse avec le théâtre, avec les échanges, c'est prendre le temps de se retrouver et de parler de ce que l'on a trouvé. Et c'est ça en fait, c'est retrouver ce temps du partage, aller retrouver du spectacle vivant avec une ouverture, c'est retrouver, remettre du sens et remettre de la vie. Ça pour moi c'est un enjeu majeur. La curiosité, elle va aussi avoir un axe dans l'avenir, c'est vraiment, parce que c'est pas un vain mot, cette notion d'avoir un regard systémique. Mais c'est quoi avoir un regard systémique ? C'est pas juste une analyse, c'est aller plus loin. En quoi mon envie, mon ambition, eh bien, elle va nourrir l'écologie, elle ne va pas nourrir exclusivement l'économie. Sociologiquement parlant, qu'est-ce que ça va impliquer ? Dans mon management, qu'est-ce qu'il va y avoir comme enjeu pour résoudre ? Donc pour moi, en fait, avoir ce regard de la curiosité, c'est prendre du temps là où on va dans un rythme très accéléré. Donc pour moi, c'est un enjeu majeur, c'est reprendre le temps du partage pour vraiment avoir une prise de hauteur qui va pouvoir permettre du discernement. Et curiosité, ça rime avec fiscalité. Bon courage pour l'enchaînement. Alors, si je vous fais une réponse de fiscalisme, parce que c'est ce qu'on attend de moi, au niveau de la loi de finances pour 2023, on est plutôt bon. Voilà, c'est ça, ouf. Et du coup, on est plutôt toujours dans un mouvement en fait, de protection du mécénat, de garantie du mécénat, etc. Cependant, le mécénat, ça ne tombe pas d'un arbre, il faut bien se structurer. Donc, quand on fait partie du milieu associatif, il faut avoir des dirigeants qui connaissent un petit peu la fiscalité associative, avec toutes ces petites spécificités. Et donc, vraiment, je vous encourage, si vous êtes porteur de projet, à bien vous interroger en amont sur la structuration de votre projet, histoire d'avoir accès à toutes ces subventions publiques dont vous avez besoin, notamment dans le cinéma, dont vous avez besoin pour tenir dans les spectacles vivants, notamment le jazz, etc., etc. Et aussi, dans les entreprises, on a toujours besoin de cette fiscalité, puisque pour l'acquisition d'œuvres d'art, pas seulement d'œuvres d'art, également d'instruments de musique, pour les prêter à des interprètes. Il existe des niches fiscales. Donc moi, je suis plutôt confiante dans la fiscalité française. Si tant est que vous connaissiez les bonnes niches, les bons fondements où aller s'appuyer pour obtenir donc, ces financements qui manquent si cruellement. Voilà. Valérie, on ne sait toujours pas si les extraterrestres vont débarquer. Pas de scoop toujours. Non.
Je ne suis pas encore Madame Irma. Non, alors la science-fiction. Ouais, il y a deux idées, enfin, deux prédictions qui me sont venues à l'esprit pour l'avoir utilisée dans le milieu professionnel. Première chose, c'est qu'on a constaté qu'un certain nombre de fictions, que ce soit des récits ou bien des films ou bien des séries, vont donner à voir des situations extrêmement dramatiques, voire dangereuses, qui vont mettre en scène de la technologie ou pas. Et on peut assister à des choses assez bouleversantes. Et ça, quand on l'exploite et quand on l'utilise, évidemment, ça donne envie et ça permet d'aller innover. Aujourd'hui, on est dans un monde où, vraiment, ça a été dit, vous en avez nombreux, sont ceux qui en ont parlé, très anxiogène et avec une multiplicité de crises qui font que c'est extrêmement complexe pour l'entreprise de se réorganiser, de penser le court terme et de voir demain, plus long terme, en prospective, en innovation, à 10 ans, sortir d'un monde d'effondrement ou de scénarios de ce type, c'est compliqué. Donc ma prédiction pour les 2 années qui viennent, c'est des séries fictionnelles qui vont être au service de l'humain et qui vont nous donner à voir des fictions peut-être un petit peu plus joyeuses et agréables, mais qui vont permettre aussi à tous ceux qui travaillent en prospective ou en innovation de s'appuyer sur ces piliers-là, sur ces visions du futur pour créer un monde meilleur, humain, en tout cas avancé, plutôt un petit peu avec énergie et dynamisme. D'accord, l'optimisme, parce qu'au début je m'attendais au pire. Heureusement, merci. Mais grâce à la science-fiction. Exactement. Alors, on a rendu ce soir un petit hommage à Georges Méliès, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des films de Méliès. Des fois, il y avait une chaise vide qui se remplissait magiquement. Et on l'a fait, aux 2 extrémités. Elina et Anne-Cécile nous ont rejoints. Donc merci à vous. En même temps, les deux. En même temps, franchement, j'aurais pas pu. On n'a pas dérangé de Pourtant, vous n'êtes pas du même endroit. TGV, on aime bien, merci. Chacune dans l'ordre que vous voulez, vous allez rattraper le retard. Donc 3 questions pour chacune d'entre vous. Vous présentez le speech de votre chapitre, et vous l'avez compris, là c'était la 2e question qu'on abordait. Qu'est-ce qui se passe dans 1 an ou 2 dans le domaine qui a été le vôtre? Alors, qui veut se lancer? Oulala. Bon, allez, j'ai. Anne-Cécile Thibault. Pendant les présentations, je ne sais pas de quoi vous avez parlé, donc je vais. Qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour. Je viens de Toulouse et merci pour la non-coopération de la SNCF. J'ai travaillé pendant 8 ans au sein du Lido de Paris et puis maintenant, j'ai de carrière en allant sur l'immobilier et bientôt le spatial d'ici la fin du mois de novembre. Mais voilà, ma première partie de carrière m'a donc motivée à contribuer à l'écriture de ce livre. Et concernant le speech, moi j'ai travaillé sur l'impact des nouvelles technologies en fait dans l'art et la culture, parce que comme tous les secteurs d'activité, celui de l'art et de la culture n'a pas fait exception et de nombreux codes ont été bousculés par l'arrivée du numérique, que ce soit dans les stratégies de communication ou dans la médiation culturelle ou dans la conception et production de spectacles, de concerts, de tout ce qui touche aux arts vivants. Et malgré ce qu'on peut penser, ça peut se combiner de façon très positive. Il y a eu des expériences qui ont été menées, notamment cette transformation digitale s'est beaucoup accélérée lors de la période du premier confinement, car privés de leur public, les établissements culturels ont dû réagir pour garder le contact avec ces publics éloignés et qui plus est, qui avaient du temps disponible là pour consommer du produit culturel. Et donc, ils ont montré beaucoup d'initiatives, même si bien sûr il y avait des choses qui étaient déjà en place, mais ils ont pu accentuer en fait la mise en place d'outils numériques, qu'il s'agisse d'employer davantage les réseaux sociaux, de créer du contenu, de tester la gamification ou le live streaming pour tout ce qui était art vivant. Et ils ont pu constater que au lieu
l'un ne pouvait pas remplacer l'autre. C'est-à-dire que finalement, c'était une offre qui était complémentaire et non, qui pouvait aider à la préparation d'une visite, qui pouvait aider pendant le temps de la visite et même prolonger l'expérience après. Et qu'il ne fallait pas forcément avoir peur en fait d'aller utiliser ces outils, que ça n'allait pas remplacer le vrai contact, la vraie rencontre de l'œuvre, la vraie rencontre de l'artiste sur scène, que c'était deux choses vraiment différentes et complémentaires. Et par ailleurs, l'emploi de ces outils a finalement permis de se rendre compte que ça démocratisait l'accès à la culture, puisque ça allait s'adresser à des publics plus jeunes, et ça pouvait même aller jusqu'à l'international, avec des tarifs des fois qui étaient aussi moins élevés. Si on pense aux concerts en live streaming, vous avez des offres qui vous permettent d'être beaucoup moins onéreuses, et donc d'aller ouvrir sur des publics qui n'ont pas forcément le moyen d'aller se déplacer. Puis si la tournée est, je ne sais pas, à Madrid ou ailleurs, il n'y a plus de limite de frontières. Et puis aussi, ça permet aussi de désacraliser, parce que l'accès à la culture, je crois que ça a été évoqué avec les élites. Et ça peut des fois faire peur, des fois on n'ose pas franchir la porte d'une galerie d'art. Et les outils numériques aujourd'hui permettent de faire ce chemin. Et concernant... Depuis que tu as écrit l'article, que tu as vu de nouvelles tendances, des choses pour les années à venir? Les années à venir, l'intelligence artificielle. Alors là aussi, ça peut faire peur. Et puis il va certainement y avoir débat. Est-ce qu'une œuvre d'art créée par des algorithmes est une œuvre d'art? Donc c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui le prompt art. Il y a un collectif qui s'appelle Obvious qui travaille là-dessus actuellement. On peut faire l'analogie avec la photographie. Quand les appareils photos sont apparus, on a considéré que c'était de l'ingénierie et pas un art. Aujourd'hui, on a un autre regard là-dessus. Peut-être. Merci. Ina. Alors, je t'ai pas présenté, je n'ai pas présenté le sujet de ton article. J'ai juste dit que tu verrais peut-être en tutu. Donc, ils vont tous regarder en disant il est pas bien. Il est un peu déçu. Je t'en prie. Donc, je suis Elina Badetz, je dirige les tertiaires d'EDF et je suis aussi danseuse classique. Alors, je suis financière, danseuse classique et aujourd'hui passionnée de leadership innovant. Donc, vous voyez que j'ai quand même très mal tourné depuis la danseuse classique et la financière. Et essayer de réconcilier mes passions et avoir un certain alignement, ça m'a conduit, et merci pour cette opportunité, à réfléchir aussi à ce que cette partie de moi-même, la danseuse, avec l'art, ce côté artistique de la danseuse, avait pu apporter à mon management. Ce qui n'est absolument pas évident, puisque entre un management responsabilisant, innovant, créatif, de confiance, enfin tout ce qu'on voit aujourd'hui, et finalement la discipline de la danse classique, la valorisation de l'esthétique, le côté parfois très individuel, très compétitif, bon voilà. Et j'avais été pointée du doigt par une de mes filles. Vous savez, les enfants, ça nous met toujours face à nos contradictions, qui m'avait dit, mais enfin, maman, tu nous dis toujours que les femmes, on doit se lancer, prendre confiance en nous, tu valorises le management responsabilisant, innovant, et en fait, juste, tu fais de la danse classique. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je me suis dit, je vais relever ce défi. Et finalement, j'ai cheminé en me disant que la danse a apporté un certain nombre de choses grâce à cette discipline, à la fois de la ténacité, à la fois le souhait de tenir ses objectifs, du courage. Et puis finalement, je me suis rendu compte aussi que il y avait maintenant sur le marché des coachs qui utilisaient la danse pour la créativité, pour apprendre à danser les problèmes, aller identifier finalement des choses qu'on n'arrive pas à dire, parce que la danse, c'est aussi faire parler son corps. Et j'ai découvert tout ce cheminement que j'avais pu utiliser probablement inconsciemment ou consciemment dans mon chemin de dirigeante. Et j'ai découvert aussi dans mes équipes des gens qui pratiquaient la danse grâce à ce livre, parce que j'ai essayé de les faire contribuer. Et donc, chemin faisant, je me suis aperçue que toutes ces qualités de la danse m'avaient permis de grandir et de franchir aussi
ces caps et ces nouveaux horizons de liberté, parce qu'une fois qu'on est dans la discipline, à un moment, on a tellement fait, refait, on a appris évidemment aussi à échouer, on a appris à refaire jusqu'à temps que ça soit bien, mais on a appris à écouter son corps, et une fois qu'on a cette confiance en soi, s'ouvre le chemin de la liberté et de l'interprétation, mais grâce à ce socle solide. Et j'ai cheminé aussi en me disant qu'aujourd'hui, tout ça se complétait par d'autres disciplines qui sont aujourd'hui de tai chi, des disciplines orientales par exemple, qui complètent bien cette base extrêmement rigide peut-être et de discipline, mais avec des choses plus sensitives, et qu'on a besoin de tout ça aujourd'hui face à l'adversité, face à ce qu'on ne connaît pas de demain, face à l'incertitude. Et finalement, j'ai redécouvert la danse sous un autre jour. Et comment je vois ça demain? Je pense justement avec une ouverture et un mélange de disciplines, un mélange de disciplines à la fois très rigide et en même temps qui amène de la souplesse, qui amène autre chose, de la liberté, et surtout qui nous permettent d'écouter nos émotions. Je pense que le management de demain, ça sera un management d'émotions et un management de liberté. Voilà, donc c'est comme ça que je vois l'avenir. En tout cas, merci pour cette opportunité. Vu où tu travailles, est-ce que tu nous encourages à pratiquer la danse cet hiver pour compenser le choc thermique? Toujours. Je crois qu'il y avait une des citations qui disait que pour être heureux, il faut danser chaque jour. Et donc, oui, je pense que c'est une... Même l'hiver. Il y a une citation magnifique. Enfin, c'est un proverbe basque. Parce que j'ai travaillé avec Hélène Darros, que je suis passionné de cuisine, et j'ai pu l'accompagner. Et c'était son premier livre, s'appelle « Personne ne nous volera ce que l'on a dansé ». Oui, très beau. C'est beau, non? C'est pour vous, je vous l'offre. Allez, ma dernière question, parce qu'il est déjà 20h25, avant que la partie cocktail et dédicace, hein, j'insiste, j'ai tous des stylos là-bas. Alors je la pose à la volée, puis bien sûr, réponds que envie de répondre, si vous n'avez pas envie, vous ne répondez pas. C'était plutôt comment vous avez vécu alors cet exercice d'écrire le chapitre d'un livre, alors sachant qu'il y a des gens dont c'est le métier, hein, parce que les professeurs, on vous demande un peu de le faire, et puis alors vous... 15 pages, non, moi c'est 150 minimum. Donc, là, et puis il y a des alumni dont certains l'avaient jamais fait, ils pensent que c'est facile, et puis alors quand il faut écrire les 15 ou 20 pages, comment vous l'avez vécu? C'est quoi votre retour d'expérience aux uns et aux autres en quelques phrases? C'était un cauchemar ou une joie? On peut dire pour tous les autres que c'est accessible, déjà. Il faut pas leur faire peur. On l'a fait. Légèrement solitaire, parce qu'en fait, quand je vois le parterre là ce soir de super co-auteurs, le regret que je nourris, c'est que ça aurait été sympa qu'on puisse peut-être davantage échanger entre nous et voir comment ce qu'on écrit s'inscrivait les uns avec les autres. Et si moi je peux faire mon retour d'expérience perso, je trouve que c'est vraiment chouette d'écrire, parce qu'au même titre que lire un texte à voix haute, ça permet de prendre la distance avec une émotion, écrire quelque chose qu'on a l'habitude de faire, ça permet aussi de se distancier, de restructurer un peu sa pensée. Et donc c'était un exercice que je trouvais vachement intéressant. Merci. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça permet de vraiment conceptualiser des choses. Et j'étais comme vous, c'est-à-dire que je manquais de collectif parce que mon métier est très collectif. Et donc, j'ai fait ça autour de moi dans mes équipes et finalement, ça a créé un élan assez sympa. Et en revanche, je pense qu'il faudrait poser la question à nos familles qui, parfois, on avait un peu assez de dire « Non, mais là, j'écris. Voilà. Et qui me disaient « Bon, c'est bon, c'est bientôt fini ton truc là. » On fait pas un deuxième, hein. Vivre un peu. Voilà. Pour écrire beaucoup de pièces de théâtre, du coup, je connais, mais j'ai toujours aimé l'écriture collective. J'ai écrit toutes mes pièces à deux, une seule. Et là, j'ai pris quelqu'un en sparring partner comme mon associé. Je trouve ça toujours super intéressant parce que quand on verbalise les choses, on se rend compte si elles fonctionnent ou pas. Et là, donc, moi, je conseille d'avoir quelqu'un en face, même quand on écrit seul, pour tester, parce qu'en fait, voilà, on les vote. Et la deuxième chose que je trouve toujours complexe en écriture, mais c'est vrai, j'imagine pour d'autres, mais voilà, à partager, c'est que pour écrire, il faut vraiment s'astreindre, il faut qu'il y ait vraiment un travail régulier, en fait. Et en même temps, il faut savoir de temps en temps laisser reposer,
et les choses réapparaissent. Donc ce que je trouve difficile, c'est ce mélange des deux. Voilà. C'est ce dosage probablement qui pour moi fait la différence. Alors moi, en fait, ce que j'ai aimé, c'est d'avoir du coup prendre cette thématique et oser prendre le téléphone et appeler des gens auxquels vous n'auriez pas imaginé, des chefs d'orchestre, et qui ont ce plaisir de partager sur le sujet et qui, du coup, ouvrent aussi le champ. Donc, quelque part, quand on est seul, moi, je ne me suis pas sentie seule grâce à tout ce qu'ils ont pu m'offrir, tant les dirigeants par rapport à ce sujet que les artistes. Donc ça, c'était vraiment un vrai bonheur. L'enjeu, pour moi, c'était le sujet de la curiosité, parce que je l'ai abordé sur l'anthropologie, la philosophie, la sociologie. Et ben, c'est 17 pages. J'ai vraiment bataillé pour être la plus succincte, mais en fait, c'est un super exercice pour vulgariser des choses qui peuvent être très conceptuelles. Donc merci pour cet exercice, Jean-Michel. Sarah, Valérie. Toi, dans ton métier, tu n'arrêtes pas de rédiger. Donc ouais, c'est ça. Moi, ma problématique, c'était la synthèse. Et c'était aussi d'offrir quelque chose qui soit pédagogique, qui soit accessible à tout le monde, pas faire ma juriste de base. Donc, comme vous l'avez très bien dit, moi aussi, j'ai utilisé 2 tierces personnes en réalité. Un non-juriste, c'est mon conjoint qui est également un alumni. C'est pratique, c'est à domicile en plus. Exactement. Ça permet gratuitement, c'est bon, c'est très bien. C'est pas très conforme au droit du travail, mais c'est pas on n'est pas dans ce rapport-là. Donc du coup, lui m'a permis de voir est-ce que ce que je racontais n'était pas trop inaccessible, et de l'autre côté, un regard d'une conteure qui a pris le temps, a relu, etc. Donc moi aussi, je déplore qu'on n'ait pas pu échanger tout auteur. C'est un peu dommage, mais peut-être que la prochaine fois. Enfin, juste après, Sébastien qui doit prendre son train, il est à Rouen, et qu'en plus il est passé à l'Est, donc ça prend du temps d'aller rejoindre vers Saint-Lazare. Sur l'écriture, moi sur l'écriture, j'ai vraiment l'habitude, étant à la fois professeur et écrivain de profession, donc c'est pas un enjeu. Le côté solitaire de l'écriture, oui et non, parce qu'on écrit toujours avec des ombres derrière soi. Voilà, le poète Christian Prigent disait que à chaque fois que j'écris, j'ai mon éditeur, voilà, qui était Paul de Tchaikovsky-Laurence, un très grand éditeur. Voilà, l'ombre de Tchaikovsky-Laurence qui lui murmurait des choses à l'oreille. Donc on n'écrit jamais tout seul. Vas-y si tu veux. Oui, je suis désolé, mais quand on rentre tout seul. Oui, on rentre tout seul. Alors, pour le coup, moi, j'ai eu la chance de rédiger en binôme avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a une grande expérience de la rédaction de livres. Il s'appelle Jean-Michel Huette. Et je te remercie. C'est le secret. On n'attablit pas les binômes. Voilà. Et vraiment travailler à deux, c'est extrêmement confortable et agréable. L'autre est intelligent, ça aide quand même. Surtout quand l'autre est intelligent. Voilà. Merci pour celui ou celle qui ne l'est pas. On parlait de toi. C'est le que je compense. Donc voilà, et en même temps, oui, je pense que quand vous dites ça peut être vraiment une très belle chose que d'avoir des points de rencontre, des temps de rencontre, et parce qu'il y a vraiment des passerelles en plus dans notre collectif là ce soir, et des choses bien intéressantes à creuser sur lesquelles on peut rebondir. Donc Jean-Michel. Oui. Dans notre cas, c'est différent parce qu'on est jumeaux. Donc vous, Sébastien, vous avez écrit à deux. Au sein de nos collections, depuis une trentaine d'années, on les a fait ensemble. Cette notion de solitude est un peu relative entre nous. C'est ça qu'on partage toujours. On est aussi, parce qu'on n'a pas le même regard. Ça nous oblige à vraiment négocier chacun son point de vue et on construit l'article comme des artisans. C'est un travail finalement artisanal, écrire un article. C'est pas de la fiction. Une des raisons pour lesquelles on ne fait pas des choses en collectif, j'avais déjà dit d'autres fois, mais on l'avait fait la première fois, c'était une catastrophe totale. Parce que grosso modo, vous avez un tiers des gens qui se déclarent vouloir être auteurs qui n'y arrivent pas et qui ne finissent pas. Et ça crée quelques complexités quand il faut gérer un collectif qui en partie part en vrille. C'est aussi du vécu. Parce qu'il faut partir de l'imperfection quand on écrit. Si on cherche la perfection, on n'écrit jamais. Ouais. On a peur de la page. Exact. Ah oui, tout à fait. On est d'accord. C'est là énorme variable. À partir du moment où on connaît ses limites, on peut le dépasser. Exactement. Mais c'est les problèmes typiques. Il faut commencer. Il faut on a fait un premier article. Tout le reste
vient après. Mais je me rappelle mon premier article, c'était Jazz et littérature. J'avais publié dans une revue de la Sorbonne, Société des Amis de la Sorbonne, en 1991. Comment ça passe vite le temps. Et j'avais la même peur. Cet article, je l'écris seul, sans mon frère d'ailleurs. Et maintenant, après avoir écrit tellement d'articles, des ouvrages, on n'a plus peur. On a toujours le défi de s'améliorer, mais il n'y a pas cette barrière avec l'écriture. Nathalie ? Alors moi, j'ai pas du tout l'habitude d'écrire. Et j'ai pris ça comme un projet où j'ai planifié les moments d'écriture avec beaucoup de discipline, parce que sinon, avec un rétro-planning, parce qu'il y avait un deadline qui était court d'ailleurs. Et c'était... Une grosse année quand même. Oui, mais bon, ça dépend de ce qu'on fait à côté. Et voilà, j'ai bien aimé cette expérience. Entrer en fait dans des analyses, de découvrir aussi des nouveautés dans mon domaine. Et j'aurais peut-être aimé que on ait plus de communication entre nous en amont. Moi, je veux défendre Jean-Michel parce que c'est bien la communication en amont, mais c'est quand même extrêmement complexe ce qui a été fait. Moi, je trouve ça remarquable d'avoir réussi à donner une ligne éditoriale. Et si en plus il fallait rajouter le fait qu'on se rencontre et gérer les agendas et tout, je sais pas. Enfin, je me permets. Je pense quand même qu'il y a une complexité. On l'a fait une fois, ça la complexifie. Moi, ce que je trouve formidable, il y a 2-3 personnes que je vais pas nommer là pour l'instant, mais qui ici, du coup, où je sens des proximités, des choses qui sont intéressantes qu'on peut aller chercher après. Je trouve aussi c'est une rencontre. Un exercice que d'autres ont fait, moi j'avais fait d'ailleurs sur les précédents, qui est aussi intéressant, c'est écrire à 2 ou à 3, ça peut le faire, dont avec des profs d'école. Moi j'avais fait avec Catherine Cariotis. C'est aussi sympa comme exercice. Et des fois, quand les gens qui remontent les sujets, c'est les mêmes, on les fait se marier entre eux, la prof. Et c'est aussi un exercice super intéressant parce que c'est aussi des approches très différentes du monde de la recherche, du monde des entreprises. On aurait pu avoir un seul article sur le cinéma. Ouais, après. Donc, mais bon. Gaëtan, ton expérience? Moi, ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a déjà permis de structurer un peu ma pensée. J'avais des bribes, des idées, et donc travailler dessus, c'était aussi une volonté de s'intéresser encore plus pleinement à mon métier. J'ai aussi fait lire à mon associé derrière. Parce que c'était... j'ai aussi fait lire à mon associé. Parce que, voilà, savoir si j'avais pas un peu raconté n'importe quoi. Parce qu'à côté, je suis scénariste, donc il a l'habitude que j'écrive un peu n'importe quoi. Donc c'était quand même une super expérience. Je me suis même j'ai un peu joué à science-fiction, parce que quand je vois les rapports qui ont été établis le mois dernier ou ce mois-ci, en fait, c'est quelque chose qui, si on avait, en travaillant dessus, dès janvier, je savais qu'en septembre, en octobre, la situation allait exploser. Donc, voilà. Prédire le futur, quand même, c'est super. Les chapitres ont été écrits plutôt en début d'année. Après, des fois, il y a toujours un délai c'est du papier, donc un petit temps quand même. Valérie? Bon, c'est pareil, je suis enseignant-chercheur. Alors, la seule chose que je voulais dire à certains pour rebondir un peu, je voulais quand même signaler que les plateformes avaient financé beaucoup de films qui ont été récompensés, que ce soit au Festival de Cannes ou à d'autres festivals, à Mostra, de Venise, etc. Et donc, en fait, le cinéma indépendant est certes plus difficile peut-être face à ces mastodontes, puisque la principale transformation, c'est une montée en qualité, une restructuration de ces acteurs, mais que ce cinéma-là, il est quand même financé. Enfin, ce que disent les plateformes et ce que disent les metteurs en scène du genre Scorsese, alors évidemment, tout le monde s'appelle pas Scorsese, donc tout le monde n'a pas forcément accès aux plateformes, mais c'est de dire, finalement, les films qui ne pouvaient pas trouver de financement ont trouvé des financements grâce aux plateformes. Je pense à Irishman de Scorsese, mais à d'autres films, Okja, qui a gagné le premier festival de Cannes avant que Netflix se retire du festival. Enfin, donc, peut-être que ces plateformes ont le mérite de pouvoir présenter les deux. C'est-à-dire du commercial, certes, mais aussi financer. Et les chercheurs restent dans leur domaine, tu vois ça. Cécile, toi, ton expérience? Excellente. Pour ma part, je suis complètement sortie aussi de ma zone de confort parce que ce n'est pas du tout mon mais c'est un challenge que je m'étais fait à moi-même finalement.
Et puis, j'ai trouvé très intéressant de partir d'un thème ou d'une première idée et puis d'aller la construire au fur et à mesure, d'aller à la rencontre d'autres experts du secteur et d'aller les confronter ces idées pour pouvoir écrire quelque chose qui faisait du sens et qui répondait au sujet. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est pour ceux qui sont à distance, on va vous quitter.